Bonjour, alors, on se connaît tous, donc vous savez que je m'appelle Raphaël, c'était juste pour mettre une première planche. Donc moi je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de mon parcours, comment j'ai commencé dans un grand groupe, juste après mes études, comment j'ai fait ma voie dans un grand groupe, voie classique, puis comment j'ai changé, et comment j'en suis venu à partir du grand groupe. Donc en fait j'ai commencé à Thales directement après mes études d'ingénieur. Je faisais des études d'ingénieur en développement logiciel. En fait, mon chemin est assez classique. J'ai jamais vraiment choisi. J'ai toujours suivi le courant. Il se trouve que j'avais des facilités en maths, donc j'ai fait S. J'avais des facilités dans les manières d'ingénieur, dans les matières réservées aux ingénieurs, donc du coup j'ai fait une école d'ingénieur. Et puis j'ai fait mon stage de fin d'études de première école à Thales. Thales m'a dit c'est super, il faudrait que tu fasses cette école en plus, ce sera mieux. Donc j'ai fait cette école en plus, ce sera mieux. Et puis Thales m'a embauché. Et comme Thales m'a fait une propale, je l'ai signé. Et du coup, j'ai toujours suivi un peu les choses via mes facilités où ça me plaisait, mais ça ne me faisait pas me poser de questions. Donc au final, ça m'arrangeait d'une certaine façon. Donc du coup, me voilà à Thales. Me voilà être ingénieur en développement logiciel à Thales dans les télécoms. Mon job, en gros, c'était de créer des systèmes de communication qui permettaient aux armées, et principalement françaises au début, qui se déployaient sur un théâtre d'opérations dévastées, de pouvoir créer des communications entre elles pour avoir les mêmes services que vous avez grâce à vos téléphones, envoyer des messages, s'appeler, ce genre de choses, envoyer des mails. Et ma mission à moi, c'était de créer les serveurs logiciels qui permettaient de faire ça sur un théâtre où il y avait rien. Donc de mettre en lien des radios, des satellites, ce genre de choses pour promouvoir ce genre de service. Ça me plaisait beaucoup, et comme ça me plaisait beaucoup, j'avais plein d'idées. J'avais plein de nouvelles façons de voir les business qu'on faisait, j'avais plein de nouvelles façons d'intégrer ce qui se passait à l'extérieur, puisque c'était l'ère de Facebook, Twitter, tous ces moyens-là commençaient à se lancer, et je me disais ça c'est ce que les gens utilisent pour faire de la com entre eux dans le monde civil, pourquoi on ne pourrait pas les mettre dans le monde militaire. Je me posais plein de questions et j'ai voulu lancer plein de projets. Donc, je me suis dit, pourquoi pas lancer des projets à l'intérieur de la boîte sans qu'on me demande de les lancer. J'ai moi-même essayé de proposer des choses. Et puis, en fait, je me suis aperçu que c'était assez compliqué dans une grande organisation de pouvoir lancer ces projets et d'arriver à obtenir des droits pour le faire ou des permissions pour le faire. Et du coup, j'ai plutôt assez vite abandonné. Et je me suis retrouvé dans mon taf plus classique où j'exécutais des tâches qui me plaisaient, mais où je me sentais dans une petite frustration de ne pas mettre en œuvre ma créativité. Et à force de ressentir ça, j'ai eu le besoin d'en parler, et j'ai eu le besoin de voir un petit peu dans d'autres choses ce qui m'intéressait. Et à force de parler à des gens de cette frustration, ils m'ont conseillé des premiers livres, en fait, des premières choses à découvrir, des premières choses à appréhender pour savoir un petit peu plus comment je voulais mettre en œuvre ma créativité et comment je voulais la mettre dans un monde de communication, puisque au-delà de mes simples études, la communication c'est quelque chose qui me plaisait. Donc du coup ils m'ont donné plein de livres à lire, notamment sur comment vraiment considérer la mission d'une entreprise, la mission de son travail qu'on se donne, et pas simplement aller dans une boîte parce que c'est une boîte, parce qu'elle a un nom de marque et parce qu'il faut le faire, mais pourquoi elle existe cette entreprise et comment elle a envie d'arriver à ce pourquoi. J'ai appris pas mal de choses sur le changement, sur le management des tribus, sur la multitude, toutes ces notions qu'on apprend dans ce genre de livre. Une bonne partie de ces livres, on vous les a amenés ici. Comment utiliser ce monde qui parle ensemble aujourd'hui. Tout le monde fait de la recommandation, tous les grands GAFA, comme on les appelle, les Google, les Amazon, les Facebook et les Apple, tous ces gens utilisent l'intelligence collective pour construire leurs produits. Et toutes ces choses-là me touchaient un petit peu, et je me suis dit, c'est quand même étrange que dans une grande entreprise, on n'utilise pas cette intelligence collective. Une grande organisation, c'est un ensemble de gens, de sexes différents, d'âges différents, de métiers différents, de compétences différentes. Donc en fait, c'est un petit bout de cette multitude du monde que Nicolas Colin utilise et décrit dans l'âge de la multitude. Pourquoi l'entreprise ne veut pas ça à profit? Pourquoi elle ne se sert pas de ce feedback et de ce retour pour créer elle-même des choses? Donc en fait, une fois que j'ai lu tous ces bouquins, ça m'a vraiment inspiré, ça m'a vraiment donné envie de faire des choses, et je ressentais même des choses physiques. Par exemple, il y a certaines pages, quand je les lisais beaucoup plus vite que les autres,
j'avais des espèces de frissons sur les bras parce que je me sentais vraiment engagé dans ce que je lisais et ce que je découvrais. Et je me rendais compte que j'avais qu'une envie, c'était de le mettre en œuvre. Parce que beaucoup de ces livres permettaient justement d'avoir une présentation théorique de tout ce qu'on discute, mais aussi des exemples d'application. Et du coup, ça me donnait envie de faire, d'arrêter de penser, d'arrêter de conceptualiser et de faire concrètement quelque chose. Et du coup, j'avais d'un côté cette envie d'être plus créatif dans la boîte, de discuter avec des gens et de me rendre compte qu'eux aussi avaient envie de mettre en œuvre plus cette créativité, et de l'autre côté, cet apprentissage par la lecture de comment utiliser la multitude et comment créer des tribus et des changements à l'intérieur d'une entreprise. Donc je me suis dit comment mixer ces deux choses, surtout qu'à force de discuter, je me suis rendu compte qu'avec 3 autres collègues, on avait profondément cette envie-là, et eux aussi avaient envie de faire des choses. Donc, on s'est dit comment on peut mettre en action tout ça. Alors au début, bizarrement, et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ma première mise en action, elle a été extérieure. Je me suis dit, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup parlé aux gens, il faut que je ressorte tout ça. Il faut que je le ressorte d'une certaine façon, parce que quand ça sort de son esprit, ça devient plus clair et ça devient plus concret. Donc j'ai créé un blog, donc là on voit la page Facebook, mais j'ai créé un blog qui s'appelle Humana, Human After All. Et mon objectif c'était de décrire le monde de l'entreprise comme on la vit de l'intérieur. En fait, j'écrivais des billets de blog où j'écrivais une histoire 70% réelle, 30% fictive de ce que je vivais dans l'entreprise. Le 30% était utile pour romancer un peu l'histoire, pour mettre un peu des liens entre les éléments. Le 70% par contre, je le voulais réel pour vraiment connecter avec les gens qui vivaient ça dans l'entreprise. Et du coup, j'ai commencé à avoir pas mal de lectures. Sur la page Facebook, je dois avoir une centaine de likes, mais sur mon blog, je crois que mon billet le plus lu a 2000 ou 3000 lectures. Donc les gens commençaient à s'intéresser à ce que je faisais et ça commençait à me donner plein de contacts à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à force de me lire, on m'a demandé de me rencontrer. En me rencontrant, je m'apercevais que les gens étaient dans des communautés annexes à ce que je faisais, donc ça me permettait d'aller dans des communautés, d'aller m'inscrire dans des mouvements qui m'inspiraient, notamment le mouvement des sans-barbares, dont on pourra vous parler une prochaine fois. Donc ça m'a permis vraiment de connecter avec beaucoup de gens par le simple fait que j'écrivais. Donc j'écrivais pour me faire plaisir, pour me lâcher, et en même temps, comme j'étais lu, ça me permettait de connecter tout un écosystème que je ne connaissais pas autrement. Et il se trouvait que des gens commençaient à lire mes articles et étaient à l'intérieur de Thales, donc se reconnaissaient dans ce que je décrivais. Donc là, on avait des gens qui avaient envie de contribuer avec moi à faire changer les choses à l'intérieur de la boîte, et moi, toutes ces idées de changement et d'utilisation de la multitude. Donc on en est arrivé, avec ces 4 personnes, donc avec ces 3 autres personnes, ces 3 collègues, à créer ce qu'on a appelé des talks. Alors là-bas, on les a tagués les Thales Talks, mais on appelle ça les talks. Qu'est-ce qu'un talks? C'est l'opportunité pour un salarié, quel qu'il soit, quel que soit son grade, son sexe, sa place dans l'entreprise, de parler de quelque chose qui lui tient à cœur, un projet qu'il a envie de lancer, un projet qu'il a vu à l'extérieur qui l'a inspiré, ou une façon de faire son métier un peu différente. Pendant 5 minutes, on le prépare en amont, on lui apprend comment on fait du public speaking, comment on fait du storytelling, comment on speech soi-même. Il passe devant des gens, 70 personnes, entre 50 et 70 personnes pris au hasard dans l'entreprise. On le filme pendant 5 à 10 minutes. Et on a développé avec ces collègues-là chez nous une plateforme d'hébergement vidéo qui permet aux gens qui ne sont pas venus pendant la conférence de pouvoir revoir cette vidéo, d'interagir avec le speaker puisqu'il a une fiche speaker et de générer des rendez-vous entre eux. Donc ça permettait une première partie de collaboration, une première partie de mise en relation de la multitude interne à l'entreprise, et ça leur permettait déjà, eux, de créer des petites équipes pour aller plus loin que simplement le dire. Quelles étaient les conséquences à ça? Première conséquence, la personne qui parle sur scène, qui nous avait dit avant, ouais mais c'est nul, je vais pas raconter ça, alors que nous on était sous charme, ça lui permettait de voir qu'il y avait un panel de gens qui riaient, qui pleuraient, qui applaudissaient à ce qu'il disait. Donc, ah mais en fait ce que je dis c'est pas stupide. Ça intéresse, c'est intéressant ce que j'ai à donner. Deuxièmement, les gens qui étaient dans la salle se sentaient inspirés, avaient une vraie récréation, ne se retrouvaient pas avec des consultants ou des hauts directeurs qui parlaient devant eux, mais des gens juste comme eux. Donc vraiment, ça franchissait le cap de, je ne sais pas si vous connaissez les TED ou les TED Talks, les TEDx. Moi, c'est pas de peur des gens là, quand j'écoute ça, ça m'inspire vraiment, ça me fait vraiment du bien. Mais les gens sont tellement experts, ils sont tellement loin déjà, dans leur avancée, dans tellement de choses qu'ils ont déjà faites, ou c'est tous des géants, que j'adore les écouter, et le moment d'après, je me dis, comment je peux arriver à ce niveau-là, quoi? C'est quoi le next step? Et en fait, de mettre des salariés qui peuvent être le collègue de bureau, ça inspire le next step. Ça inspire le côté, ah mais en fait, j'ai pas beaucoup à aller pour aller au même niveau que lui. Alors que lui-même n'était pas conscient qu'il avait un niveau supérieur. Et enfin, ça a permis d'avoir une deuxième étape qui était
c'est génial, j'ai parlé de mon idée, j'ai pu m'exprimer enfin à un endroit où on m'écoute, mais quand est-ce que je fais quelque chose? Et donc, on a eu envie d'aller plus loin et de faire un autre événement qui s'appelle Make It Up. Le but de Make It Up, c'est vous avez 3 jours pour lancer votre projet. Vous venez participer à l'événement, soit parce que vous portez un projet, soit parce que vous avez juste envie de participer à l'événement. La première soirée, tous ceux qui portent un projet le pitch en 1 minute, ça permet de créer des équipes. Pendant 2 jours, on lance un projet. Et en amont, on a fait des workshops avec vous pour vous montrer comment on lance un projet en 2 jours, avec tous les outils numériques qui existent, gratuits, qui permettent de lancer les premières, de faire croire que son produit existe alors qu'il n'existe pas encore. Et à la fin de cet événement, on fait venir des investisseurs, mais des investisseurs internes, c'est-à-dire des managers et des directeurs qui ont des budgets et qui, pour l'événement, mettent une casquette investisseur. Et si vous leur pitchez quelque chose qui les intéresse, ils vous permettent d'allouer du budget pour que vous passiez du temps dessus pendant 3-4 mois à hauteur de 1 ou 2 jours par semaine pour votre équipe. Au bout de ces 3-4 mois, on voit si vous avez avancé sur votre projet, on voit si vous avez de la croissance, c'est-à-dire que vous êtes allé à l'extérieur, que vous avez des potentiels clients, que vous avez au moins des utilisateurs même gratuits, que votre communauté grossit. Par exemple, on a 2 projets, quand ils ont lancé leur page Facebook en faisant croire que leur produit existait, en 2 heures, ils ont eu 900 personnes dans leur groupe Facebook. Donc on leur a vraiment montré comment générer de la croissance. Et si au bout de ces 3-4 mois, votre projet montre cette croissance, si elle est petite, eh ben on dit qu'on prolonge ça, et si elle est très grosse, eh ben vous passez en full time dessus. Et l'objectif pendant cet événement, c'était de leur apprendre plein de techniques entrepreneuriales, de comment un entrepreneur numérique fait aujourd'hui pour lancer son projet. Et pas comment il le faisait avant, aller chercher des fonds à la banque, construire un business plan, ce genre de choses. On leur a pas du tout appris ça. On leur a plutôt appris un business model, comment on met les choses ensemble pour que ça matche bien et que l'échelle d'utilisateurs résonne bien avec la value proposition qu'on a. On leur a appris tous ces éléments-là. Et on a créé une nouvelle plateforme numérique, encore une fois chez nous, qui a pour but, de mettre la culture entrepreneuriale qu'on leur a donnée sur la plateforme, donc à base d'articles, de vidéos, et notamment les workshops qu'on a fait avec eux, on les a filmés, on est dessus. Et d'autre part, d'héberger les projets, ce qui permet à l'intérieur de l'entreprise de demander des choses en plus. Si on s'est aperçu en 2 jours qu'on a besoin de développeurs logiciels pour aller plus loin dans le projet, et ben dans la plateforme, on dit on a besoin de cette compétence, qui permet à n'importe qui dans la boîte, dans Thales en l'occurrence, qui était développeur, de dire moi je veux bien vous aider à hauteur de tant d'heures financées. Ou alors j'ai besoin d'un lieu, j'ai besoin d'une salle, ou alors j'ai besoin de matériel, j'ai besoin de PC, j'ai besoin de n'importe quoi. Tous ces projets, ce que je veux vous dire, c'est que les talks, on les a commencés sans demander la permission à personne. On a juste pris le temps de créer la plateforme chez nous. On a juste pris le temps de grappiller dans les mails de la com qui d'habitude met tout le temps en CCI toutes les adresses des gens. Ben, on est juste tombé, à force de d'éplucher tous les mails, sur le mail où ils ont oublié de mettre en CCI, ils l'ont mis en CC. Donc on a eu accès à toutes les listes de diffusion, on les a prises et on a demandé aux gens de venir à notre événement. Quand on allait voir des gens pour trouver des premiers speakers, on a démarché les premières personnes qu'on connaissait bien, donc les réseaux amis, les réseaux des jeunes gens bossés, les réseaux des femmes, les réseaux des techniques agiles, tous ces réseaux-là qui étaient déjà un petit peu dans une volonté d'action, ben on allait les chercher, on leur a dit venez pitcher avec nous. Tous les éléments pour commencer, on allait les piocher à droite à gauche. Et au bout de plusieurs mois, on s'est aperçu que les talks, c'était 400 personnes qui nous suivaient en continu. On en était à 55 speakers avant que je quitte Thales, plus de 11 sessions. Et il y avait vraiment un vrai mouvement qui était créé, et là on pouvait l'industrialiser. On a commencé vraiment avec les moyens du bord, tout petit peu, sans demander la permission à personne. Et c'est comme ça qu'on a pu faire notre démonstration que ça avait un lien. Le Make It Up, pareil, comme le COMEX a vu que les talks ça marchait bien, cette fois il nous a dit ok, qu'est-ce que vous pouvez faire encore plus? Donc quand on a proposé cet événement-là, ils nous ont dit ok, on vous donne 1 jour par semaine pour le préparer. Et pareil, on allait chercher les premières communautés amies. Quand on a fait les premiers mails de com sur qu'est-ce que c'était le Make It Up, comme on savait nous-mêmes pas ce qu'on allait faire dans le Make It Up, c'était très difficile de communiquer là-dessus. Donc la plupart des gens dont Thales n'ont pas compris ce que c'était. Sauf qu'on a réussi à en convertir 50 qui ont participé à l'événement. Et là maintenant que Thales en fait un numéro 2 de Make It Up, tout le monde veut s'inscrire. Parce que tous les 50 qui ont participé au premier sont là en train de dire vous n'avez pas compris ce que c'était, nous on va vous expliquer, on l'a vécu. À quel point l'importance des premiers followers, des premières personnes qu'on convertit est élevée en fait. C'est eux qui font le boulot, c'est presque plus nous. Et enfin, j'ai décidé de quitter Thales. Parce qu'en fait, je me suis aperçu en créant ces mouvements, en créant ces choses-là, que même si j'aimais bien mon métier, j'aimais encore plus faire ça. Et que Thales m'a fait comprendre, pour diverses raisons, juste ou pas juste, que ce que je voulais faire, ça en full-time, c'était pas un vrai métier pour Thales. Eux, ils voulaient miser sur mon potentiel de créer des nouveaux business, créer des nouveaux produits dans Thales et tout ça, et moi je leur ai dit que c'était plutôt ça qui me parlait. Donc j'ai décidé de partir de Thales,
Les 3 autres personnes vont pas tarder de partir de Thales, et elles sont déjà notre entrepreneurs. Et donc là, on est en train de créer notre SaaS, on est en train de créer notre entreprise pour aller faire des talks, faire des meet-ups ailleurs. D'une part, via un accompagnement humain, mais absolument pas en remplacement des gens. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est qu'on accompagne une équipe organisatrice interne, certainement pas que ce soit nous qui le fassions dans les autres boîtes. Ce qui a marché à Thales, c'était parce qu'on était des salariés lambda de la boîte, donc on veut absolument aider une équipe organisatrice lambda à se former sur place. Mais notre but, c'est pas vraiment de faire de l'événementiel, c'est d'aider pour le premier, mais qu'après l'équipe se débrouille tout seul, mais lui fournir nos outils numériques pour l'aider à avoir des outils et à faire ce genre de démarche plus facilement. Parce que nous, tous ces outils, on les a développés parce qu'on s'est aperçu qu'on en avait d'autres pour passer à l'échelle. Donc, en ce moment, j'ai commencé par faire un petit peu de conférences. À force d'avoir écrit, souvenez-vous, j'ai commencé à écrire un blog. Au début, j'écrivais mes histoires d'entreprise, puis j'ai commencé à écrire ce qu'on faisait. Plus j'écrivais, plus les gens le lisaient, plus les gens le lisaient, plus les gens le partageaient, et plus ça me créait du réseau. Donc quand j'ai écrit un article sur pourquoi je quitte Thales, j'ai eu, en 2 heures, 10 demandes de rendez-vous, avec 10 entreprises différentes, qui m'ont demandé d'intervenir. Là, c'est chez PwC. PwC est une société consultante qui, justement, a des plans d'innovation. Ils m'ont demandé d'intervenir parce qu'un témoignage interne d'un entrepreneur, ça les aidait. Mais j'ai eu aussi rendez-vous avec plein d'autres organisations, et notamment une organisation qui s'appelle Radial. Et donc Radial nous a acheté notre premier meet-up. Le message que je vais vous faire passer, c'est que on peut commencer quelque chose sans partir. J'aurais continué de lire mes livres, de rester dans mon coin et de mûrir ces projets de talks, de meet-up que j'avais, mais jamais les faire. Et j'aurais décidé de quitter mon job pour monter cette entreprise. J'aurais rien eu. J'aurais pas écrit, donc j'aurais pas eu de réseau. J'aurais pas testé déjà en interne, j'aurais pas su comment les faire ailleurs. Donc j'ai créé des premières choses sans me mettre en risque, sans me mettre en énorme difficulté. Parce que je les ai organisées sans demander la permission, en y croyant. Alors évidemment, je vous parle de ce qui a marché. J'ai organisé 3 ou 4 autres projets dans Thales qui avaient à peu près la même vocation de connecter les gens ensemble. Flop total. Et c'est même les 3 premiers que j'ai créés. Flop total, et c'est celui-là qui a marché. Mais flop de quoi en fait? J'ai juste essayé, ça m'a juste donné envie de continuer. Et à côté de ça, comme j'étais interne à l'entreprise, j'étais encore salarié, j'avais pas de problème d'argent, j'avais pas de problème de quoi que ce soit. Et j'ai pu commencer à créer des premières choses. Donc premier message, on peut commencer à créer un petit peu, et il faut même créer un petit peu sans se mettre trop en risque au départ, pour voir si ça vaut le coup, après ensuite de partir et d'essayer de vraiment monter quelque chose. Deuxième chose dont je vais vous parler, c'est l'importance du réseau. Et pas le réseau pour se placer parce qu'on connaît un tel dans telle boîte donc il va nous trouver un beau poste. Le réseau qui adhère à sa cause et à ses valeurs. D'avoir écrit ce que j'ai écrit, ça a engagé des gens qui ont voulu me parler, non pas pour ce que j'avais fait, mais pourquoi je l'avais fait. Je l'avais fait parce que j'avais des choses qui me parlaient, des vraies valeurs qui parlaient au fond de moi, et c'est ce que j'ai essayé de retranscrire dans mes articles. Et les gens m'ont contacté d'abord pour ça, on parlait pendant 15-20 minutes de ça, et au bout de 15-20 minutes, ils me disaient, mais vous faites, je voulais voir, qu'est-ce que tu fais en fait, concrètement, qu'est-ce que tu fais. Mais en fait, au début, ils voulaient me parler de ça, ils voulaient me parler de cette cause, de cette envie. Et voilà les 2 premiers messages importants que je vais vous faire passer. C'est commencer petit, sans risque. Et puis, avec tous les outils que vous avez à disposition, il y a moyen de faire pas mal de choses petits. Et ensuite, parler. Parler soit par un moyen écrit, comme moi je l'ai fait par un blog, soit par des vidéos, comme Thibaut le fait, mais Thibaut va en parler, soit en allant à des meet-up, en allant à des rendez-vous et en adressant les gens comme ça, un peu au hasard. Parlez le plus possible, diffusez le plus possible ce que vous avez en vous, parce que c'est ça qui va faire que les gens adhèrent à votre cause. Et le jour où vous allez vouloir faire quelque chose, c'est la première communauté que vous allez pouvoir aborder, ou qui va vous attendre. Voilà.